C'est comme si des milliers d'abeilles vous bourdonnaient dans la tête. On ressent tout en même temps. Quand j'étais petite, on m'appelait Floumi, balle rebondissante. J'étais vraiment à fond. Les neurones peuvent se mettre à avoir des ratés. Et on a beau avoir envie de stopper le processus, on ne peut pas. Chaque cerveau humain est différent. TDAH, autisme ou syndrome de la Tourette, la neurodiversité est souvent perçue comme un fardeau et comme un défaut. Je me suis dit, waouh, d'accord, donc je suis chelou en fait, je suis bizarre. Enfin, je suis pas normal, entre guillemets. Vous avez quelque chose contre les TDAH? Personne? Le TDAH est très présent sur les réseaux sociaux et dans la société. Un nombre étonnamment élevé d'artistes semble en être atteint. Mais s'agit-il seulement d'un déficit? Ou les personnes neurodivergentes sont-elles plus créatives que les autres? Einstein, je crois, il était TDAH. Jim Carrey, les plus grands génies de notre époque sont TDAH. Je pense que les personnes neuroatypiques ont souvent tendance à être créatives. Nous pensons différemment. C'est tellement difficile de décrire ce qu'on ressent quand on a un TDAH. Oui, c'est un peu comme ça, comme ces jeux. Comme si j'étais en mission. Un peu comme dans un road movie où il arrive tout le temps des choses inattendues. Ali Neumann, actrice et auteure-compositrice-interprète, atteinte de TDAH. Sa musique ne peut être rattachée à aucun style précis. Et pourquoi le serait-elle? Indie pop, funk, chanson, Ali Neumann surfe avec aisance sur tous les genres. Elle compose elle-même ses textes et sa musique. Toujours personnelle, très politique. Ich werde mich nie wieder verlieren. C'est un test pour voir comment les TDAH réagissent quand il faut rester tranquille 30 secondes. La musicienne vit avec ce trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité depuis son enfance. Elle a grandi en Pologne, puis à l'âge de 6 ans, sa famille a déménagé en Frise du Nord. Elle se heurte aux autres dès son plus jeune âge. Quand j'étais enfant, on m'appelait Floumi, balle rebondissante. J'étais vraiment à fond. Je passais mon temps à courir partout. J'avais même une laisse quand j'étais petite, vous voyez? Ces espèces d'attaches en caoutchouc. On ne savait jamais dans quelle direction j'allais faire le prochain pas, ou si j'allais soudainement me mettre à courir. Et je bavardais tout le temps. Rester assise sans bouger. S'adapter, fonctionner. L'école, un enfer. Ça a commencé à l'école où j'ai développé un trouble obsessionnel compulsif relativement sévère. Un trouble corporel en quelque sorte. Et une de mes profs pensait toujours que je me moquais d'elle. Alors ensuite, il y a eu de sérieux problèmes. Mais cela a eu comme conséquence que, Dieu merci, j'ai été diagnostiquée tôt. Pour la plupart des femmes, ça n'est pas le cas. Un chaos intérieur fait de stimulation, de pensée et d'agitation. Elle avait des problèmes de concentration et pendant son enfance, elle a pris des médicaments. Malgré cela, le parcours d'Ali Neumann n'a pas été linéaire. Abandon scolaire, fête, elle a rattrapé les études plus tard. Balance-son à Dortmund pour le concert du soir. Sur scène, Ali a l'air sereine, apaisée. Mais au fond d'elle-même, le doute et le chaos persistent. C'est le sujet de son dernier album, Rockstar. Pour moi, il s'agissait beaucoup de ce sentiment d'aliénation, cette impression de ne pas vraiment trouver sa place. C'est un sentiment qui me hante en permanence.
Je crois que j'ai voulu d'une certaine manière faire le point là-dessus. Et aussi sur le fait de ne pas rentrer dans une case. Peut-être aussi en tant que musicienne de ne pas trouver de chemin tout tracé pour moi. Mais je vois ça comme une force. Et j'ai essayé de le montrer enfin dans cet album. De me dire que c'était ma force. Je ne sais rien faire. La chanson célèbre avec assurance le fait qu'en tant que femme neurodivergente, elle ne peut pas toujours répondre aux attentes de la société, même si elle inspire beaucoup de gens. À quel moment a-t-elle pris conscience en tant qu'artiste que le TDAH pouvait aussi être un super pouvoir? Je n'ai vraiment compris que lorsque j'ai pris des médicaments et que tout ça a disparu chez moi. En gros, une grande partie de ma créativité, ou plutôt de ma façon d'être, ma capacité à m'enthousiasmer, ces poussées d'énergie incroyables, cette hyper-concentration et bien sûr cette capacité à réfléchir dans toutes les directions, à être orienté vers les solutions, à ressentir très intensément les choses. Mais là, on en arrive au mauvais côté. Je me suis en quelque sorte laissée emporter par ce TDAH sans connaître mes propres limites, ce qui m'a bien sûr conduite à plusieurs reprises à des phases de burn-out. Là, j'ai dû faire face à des problèmes comme des acouphènes très intenses. Et on se retrouve en plus avec des tics très sévères. Pour elle, le TDAH est un exercice d'équilibre entre le surmenage et l'inspiration créative. Aujourd'hui, elle vit sans médicaments. Elle a appris à ne pas réprimer cette agitation constante, mais à la laisser s'exprimer à travers la musique. Pour moi, la musique est simplement un outil pour mettre de l'ordre dans mes pensées, les organiser, les assimiler. Elle m'aide aussi, par exemple, à ne pas refouler mes sentiments. Ou alors, s'il y a des choses qui m'ont fait me sentir bizarre, différente, à part, ou tout simplement isolée et seule, on partage ça, on chante ça ensemble sur scène et on le crie avec tant de ferveur intérieure que ça dissipe ce sentiment de solitude et d'isolement. Et ça me relie de manière fondamentale à l'humanité qui m'entoure. Niemand versteht mich, niemand sieht mich, niemand hält mich so wie du. Ich brauch nicht sagen, du stehst vor meiner Tür. Ohne dich will ich lange nicht mehr hier. Eine Freundin, so wie du. J'ai passé énormément de temps dans ma vie à rentrer chez moi et à me demander comment j'avais été avec les autres en société, ou si j'avais l'air complètement décalée à la télévision. Le TDAH, elle le voit comme une sorte de tourbillon effréné. Mais il y a beaucoup de choses que j'apprécie dans mon TDAH. J'aime le fait de pouvoir penser de manière si divergente, dans toutes les directions, etc. Je chevauche le maelstrom et en fait, j'aime bien cette sensation. Jemand, der sie liebt, so wie du. Certains sont diagnostiqués tard, à l'âge adulte, contrairement à Ali Neumann, et portent le TDAH en eux sans le savoir. Cet homme voulait, d'une façon ou d'une autre, rendre visible l'invisible. C'est un fardeau, le TDAH, avant tout. C'est un truc qu'on porte et qui est tout le temps en train de nous empêcher de nous crisper. Mais voilà, je préfère en rire parce que sinon, la vie est déjà assez dure comme ça. Je ne vais pas en rajouter avec une BD plombante. Olivier Laude est illustrateur et dessinateur de BD. Je comptais m'en resservir, mais... Cette salade de lettres signifie TDAH. C'est son sujet. L'album qui vient tout juste de paraître, Olivier Laude l'a appelé TDA. Ce livre est une première, très personnelle. Je suis hyper content, hein. J'ai attendu ça toute ma vie. J'ai toujours voulu faire sortir une bande dessinée.
Donc voilà, il m'a fallu 40 ans pour m'y mettre. C'est son coming out de neurodivergent. C'est vrai que c'est une sorte de coming out. En fait, oui, j'ai un TDAH. Le titre peut prêter à confusion, on peut se dire TADA, ce qui est beaucoup plus pratique à prononcer que TDA. Enfin, je sais moi-même pas le dire. J'avais prévu un peu de dire TDA et tomber de la chaise pour finir le truc, mais je vais pas le faire, j'ai un peu mal au dos. Je sais plus où tu voulais en venir. Je sais plus ce que tu m'as dit comme question. Olivier nous reçoit chez lui, dans le 20e arrondissement de Paris. Pour lui, le TDAH, ça veut dire constamment perdre le fil, se laisser distraire, remettre les projets à plus tard. Il se passe vraiment plein de trucs dans ce cerveau. Et effectivement, oui, ça part dans tous les sens. Dans sa BD, il illustre les multiples moments typiques du TDAH au quotidien. J'ouvre le frigo, il y a un yaourt, mais je le vois pas. Ensuite, je me dis que je vais aller acheter des yaourts, puisque j'ai un supermarché en bas de chez moi. Donc je mets 3 plombes à trouver mes clés. Ensuite, je me disperse parce que je vais sur mon téléphone. Et en fait, je remonte avec des bières. Et au bout d'un moment, je me rends compte, ah merde, j'ai pas pris le yaourt. C'est hyper fatigant. C'est un des trucs les plus usants et qui m'énerve. Où commence le TDAH? Où s'arrête la normalité? Pendant 40 ans, Olivier ne sait pas ce qui ne va pas chez lui. Ses efforts pour fonctionner le mènent sans cesse au bord de l'épuisement. Ça m'occasionne beaucoup de difficultés. Et cette difficulté fait que de temps en temps, sans prévenir, il y a une bonne grosse dépression qui me tombe sur la gueule. Ce n'est pas tout. Les personnes atteintes de TDAH présentent un risque plus élevé d'alcoolisme et d'autres addictions. Pendant des années, il boit plus qu'il ne voudrait. L'alcool, la dépression et le TDAH, tout ça c'est lié. Hein. Ça va de pair, on le sait, c'est comme toutes les drogues, parce que l'alcool en est une évidemment. Comme toutes les drogues, il y a une descente. Hein. Il a du mal à se contrôler, il s'énerve facilement. À cause du TDAH, je peux piquer d'énormes colères. En général, je m'en prends jamais physiquement aux gens, mais c'est quand même une agression. Hein. C'est-à-dire, je tape sur les murs, ou je pète des objets, ou je hurle et j'ai une voix qui porte. En devenant père, Olivier en prend conscience. Il faut faire quelque chose. Il veut comprendre ce qui lui arrive. Sa compagne l'encourage. Tout ça, c'est aussi le point de départ du fait de devoir me diagnostiquer. Parce que j'avais besoin de pas faire peur à ma fille, enfin, d'être un bon papa. Tout simplement. Et ma fille, je l'adore, donc j'ai pas envie de la faire flipper. C'est parti. Même après le diagnostic, la vie reste difficile. Mais tout de même, après tant d'incertitudes, vient une psychothérapie, un médicament, et il peut exprimer de manière créative ce que lui et de nombreux neurodivergents ressentent. Il trouve des images fortes. Je me sens souvent enfermé, par exemple, dans une norme qu'on m'a imposée. En tout cas, voilà, je suis tout le temps en train de chercher la bonne position. J'ai ce côté clown triste. Je déconne, mais parce que c'est mon mécanisme de défense, mais en vrai, ça m'atteint. Mais Olivier Laude rend grâce aux aspects positifs de sa neurodiversité. Par exemple, sa capacité à se concentrer au maximum sur les choses qu'il passionne. Être un hyper-focusman, ce genre de super-héros. Justement, le fait de pouvoir être dans un tunnel de travail pendant 8 heures d'affilée, sans respirer et en faisant un travail de façon très efficace, j'ai l'impression que justement quelqu'un de, entre guillemets, normal pourrait pas le faire. Certains de ses amis artistes ont eux aussi été diagnostiqués tardivement. Le TDAH serait-il un super pouvoir des créatifs ?
Donc ouais, il y a peut-être certains aspects qui sont super chez nous, notamment au niveau de la fantaisie ou de la façon de penser qui ressemble pas à celle des autres. Mais globalement, c'est un défaut et c'est pas... Je peux pas décemment dire que c'est super d'avoir un TDAH parce qu'il y a plein de gens qui en souffrent et j'en ai souffert moi-même. Notamment parce que je savais pas que j'en avais un. On peut souvent dissimuler le TDAH aux autres. D'autres troubles neurodivergents ne peuvent pas être cachés. Par exemple, le syndrome de Gilles de la Tourette. C'est le sujet d'un long métrage britannique primé et nominé « Plus fort que moi ». Tourné par le réalisateur Kirk Jones, qui est le père d'un fils neurodivergent. J'ai commencé à comprendre à quel point nos esprits sont complexes et comment ils peuvent être en quelque sorte pris en otage. Les neurones peuvent avoir des ratés et on a beau vouloir arrêter le processus, on n'y arrive pas. Plus fort que moi raconte la vie de John Davidson, militant pour la reconnaissance du syndrome de la Tourette, des tics et des jurons incontrôlables. Il doit rencontrer la reine en 2019. Mais chaque apparition publique est une source de stress intense pour John. Et là... Fuck the Queen! La chose la plus importante, c'est que ce qui est dit n'a absolument aucune incidence sur ce que la personne ressent. Le Tourette, c'est vraiment méchant, vraiment sournois. Et ça va trouver le mot le plus déconcertant, agressif, provocateur possible. C'est comme une autre voix qui sort d'eux. C'est difficile à supporter pour les autres. Ça a l'air de les viser. What did you just say to me? I'm really sorry. I mean no harm. I can't help what I say. I'm sorry. Fuck off! C'est difficile d'éprouver de la sympathie pour eux. Et il doit y avoir encore pas mal de gens qui ont l'impression que c'est contrôlable. Le film de Jones raconte comment John Davidson, un adolescent incarné par Scott Ellis Watson, a soudainement souffert de ces symptômes. Une forme particulièrement grave du syndrome de la Tourette. That changed some childish day to tragedy. Told and it seemed. Chaque jour est un enfer pour ce garçon. Son entourage le met à l'écart. Fucking rabbit shite! John! Sorry. I'm sorry. J'ai vu un documentaire sur lui et ça m'a vraiment fait une impression très forte. J'ai été très remué et intrigué par ce qu'il a ressenti quand il a compris qu'il allait devoir vivre avec. Ce documentaire de 1989 a inspiré le réalisateur. Il suit John, alors âgé de 15 ans, et montre à quel point il a honte. Comment dire ? C'est dur à expliquer. Quand je sens que je vais me mettre à dire ces choses, j'essaie de m'arrêter. Mais c'est comme si je devais les dire. Comme si quelqu'un me les arrachait de force. Le jeune homme d'autrefois a aujourd'hui 55 ans. John Davidson fuit la notoriété. Il a pourtant assisté au tournage, ce qui tenait à cœur au réalisateur, qui voulait raconter la vie de John à sa manière. Ses moments tragiques, mais aussi ses nombreux moments insolites. Quand j'ai rencontré John, il avait beaucoup de tics. Je l'ai entendu jurer avant même d'entrer. J'ai frappé et j'ai dit « Salut John ». Il a dit « Comment ça va ? Ravi de te rencontrer ». Il m'a serré la main, il a dit « Entre ». J'ai dit « Est-ce que j'enlève mes chaussures ?» parce que j'entrais dans sa maison et il a dit « Couchons ensemble ». Drôle malgré lui et aussi profondément triste, le film parvient à tenir cet équilibre avec brio. Le John adulte est incarné par Robert Aramayo, qui a été récompensé pour ce rôle. Ici, rien n'est prévisible. Dans les années 90, la réaction de la société au syndrome de Tourette, c'était l'incompréhension.
I swear by Almighty God that I will tell the truth. That I will tell the truth. You're a cunt! Mr. Davidson, please leave the court. That I will tell the truth. Mr. Davidson, please leave my court. Il voulait pouvoir être lui-même sans craindre tous les jours de mettre les gens mal à l'aise et d'avoir à s'excuser chaque fois. John dit que Tommy, qui lui a donné son premier vrai emploi, lui a sauvé la vie. Entretien d'embauche chez Tommy, le concierge. Are you okay with the tics and the swearing? What tics? What swearing? You're reliable? I'm a lazy bastard. So you don't mind hard work? No. In fact, when I'm concentrating on the job or a project, you know, I think it really helps me. Right. There you go, Tommy. I'm really sorry. I'll take that one. Aye, that's a good idea. That is the best cup of tea yet. Great. So. Now you spunk for milk. Il faudrait simplement se rappeler que nous ne sommes pas tous faits de la même façon. Nous devrions avoir un peu plus de respect, d'empathie et consacrer un peu plus de temps aux différences des gens. Ce biopic émouvant retrace le long parcours de John jusqu'à son engagement en faveur des personnes atteintes du syndrome de Gilles de la Tourette et montre comment il aide alors la jeune communauté à prendre son destin en main. Today, you are the majority and you're not the minority. Le super pouvoir de John, je crois, c'est qu'il voulait faire comprendre à une nouvelle génération de gens comme lui qu'ils n'étaient pas fous, que ce n'étaient pas des monstres. Chez eux, il n'y avait rien qui n'allait pas, sauf qu'ils souffraient de neurodivergence. Leur cerveau était différent. Fuck off, nosy. That was a tick. You just gotta ignore him. You'll get used to me. Que se passe-t-il quand deux femmes neurodivergentes se mettent à créer ensemble et fondent un groupe ? Punk, pour moi, ça a toujours voulu dire le rejet des conventions. Et je pense que c'est un trait inhérent à la neurodivergence. Parce que le monde est vraiment organisé pour les autres, les neurotypiques. Et je pense que c'est pour ça que les neurodivergents sont tellement attirés vers les arts. C'est une façon de vivre non conventionnelle. Phoebe et Céline forment le duo punk féministe Lambrini Girls. L'une est autiste, l'autre souffre de TDAH. Dans ce style punk brut, elle dénonce les abus de pouvoir et cherche à rendre visible la neurodiversité. Salut! Venez nous voir jouer! Ce soir, premier concert après une longue pause. Depuis son accident, Phoebe doit ménager ses forces avant de jouer. Les 3 derniers mois, j'ai été clouée au lit. Donc revenir faire des concerts, c'est vraiment dur. C'est beaucoup plus dur maintenant. Je sors de scène et je suis rincée. Céline, la bassiste autiste, et Phoebe, la chanteuse qui souffre de TDAH, comment font-elles ? Phoebe et moi, nous sommes aux deux bouts du spectre de la neurodivergence. Nous sommes très très différentes. Elle est très énergique, très directe, extravertie. Moi, je ne suis rien de tout ça. Généralement, je suis plutôt du genre qui observe. Je suis très introvertie, très anxieuse. J'aime planifier et réfléchir aux imprévus possibles.
Alors que Phoebe est très bonne pour gérer les urgences, les changements, l'imprévisible. Et je pense que ça fait partie de notre identité comme groupe, le fait de nous compléter dans ce domaine. Neurodivergente et musicienne, c'est un de mes oxymores préférés. On fait des séances photos et tout ça. On est un groupe plutôt direct et énergique sur scène. Et les gens pensent qu'on est toujours comme ça. Il y a une grande pression extérieure pour qu'on garde ce masque. Beaucoup d'autistes le font, en particulier les femmes autistes, qui sont socialement formatées à s'adapter, à se faire accepter. Il y a une pression énorme qui nous pousse à être comme ça, à nos dépens. Parfois, cette pression devient trop forte. Cet été, Céline a dû annuler des concerts au dernier moment. Les tournées, c'est un des environnements les plus violents pour moi. Ça m'a fait développer un tic. Je tournais la tête sur le côté. Et l'année dernière, en été, c'est devenu insupportable. Et ça s'est développé en tic vocal en plus. Et c'était presque permanent. On était en tournée en Amérique. Et je suis devenue extrêmement autodestructrice. Je dormais très peu, je buvais, je prenais des drogues presque chaque jour. Et à la fin de l'été, j'étais démolie. Mais Céline revient en force. Aujourd'hui, les Lambrini Girls sont de nouveau ensemble sur scène. Pour moi, c'est parfait. Oui, toi, c'est parfait. Non, je pense pas que ce soit trop brillant. Oui, ça marche. Elles ont maintenant une attitude plus détendue et des règles claires. Faire moins de spectacles et être plus à l'écoute de leurs propres besoins. Ça m'a permis de gérer beaucoup mieux les tournées. Je pense que ça a été un vrai changement. Avant, je ne me sentais pas à ma place. Maintenant, j'ai compris que j'avais des limites. Souvent, c'est pour beaucoup une espèce de honte qui s'installe. Et beaucoup de neurodivergentes combattent ça, parce qu'elles essaient de rentrer dans un programme qui n'a pas été écrit pour elles. J'ai vraiment du mal dans les endroits où il y a du bruit et où ça bouge dans tous les sens. Bien sûr, c'est ironique pour un musicien. Mais ça joue pour moi, parce que je suis très sensible au son, donc je le perçois de façon très profonde. Et comme le monde est très bruyant, ça me donne une espèce de sentiment de contrôle de faire une musique bruyante aussi. Il y a un autre point sur lequel Phoebe et moi sommes vraiment très différentes. Phoebe est super forte pour se connecter aux gens. Elle se nourrit de l'énergie de la foule, alors que moi, je suis complètement le contraire. Je reste volontiers dans mon petit monde, et la scène, c'est presque la seule occasion où j'arrive à me sentir à l'aise, d'être vue et entendue par un grand nombre de gens. Ce sentiment d'être différent, c'est l'un des plus grands défis quand on est neurodivergent. J'aimerais qu'il y ait plus d'espace pour les différences entre les gens. Les neurodivergents servent à quelque chose. Ils ont beaucoup à offrir au monde. Et si on permettait à ces forces de s'extérioriser, si on disposait de systèmes qui cultivent ces différences, ça pourrait profiter à tout le monde. Donc c'est vrai, la neurodiversité, ce chaos dans la tête, a un haut potentiel créatif.